Nous avons vu certaines données de base et surtout les conséquences de la consommation de cannabis durant la grossesse en première partie. Cette deuxième partie a pour but de vous faire quelques propositions pour aborder plus simplement le repérage des consommations. La troisième partie sera consacrée aux modalités possibles d'intervention brève. Si le repérage de l'usage de cannabis est important, notamment pendant la grossesse, force est de constater qu'il n'est pas réalisé systématiquement. Il se révèle donc insuffisant, mais pourquoi? La consommation peut ne pas être interrogée par manque de temps, de motivation ou le contexte n'étant pas favorable, par exemple du fait de la présence de tierces personnes. Bien que repérée, la consommation peut ne pas être tracée dans le dossier car jugée peu importante ou stigmatisante. Ce n'est pas la priorité, d'autres problèmes étant jugés comme plus urgents. Poser la question nous met aussi en difficulté, notamment parce qu'on ne saurait pas quoi faire de la réponse. Nous pouvons avoir des représentations, négatives ou positives, qui influencent sur notre repérage. La peur du jugement des autres, des soignants, dans un environnement où l'usage de cannabis correspond à un écart important aux normes sociales. Le caractère illégal de l'usage peut faire que la patiente le cache, ou peut aussi être passé sous silence du côté soignant. A l'inverse, l'usage peut être totalement banalisé du fait de la prévalence élevée et considéré comme conforme aux normes sociales, voire être positif. Enfin, souvent présenté mais peu verbalisé, il y a la peur du placement de l'enfant du fait des risques judiciaires, de l'impact de l'usage sur la vigilance des parents vis-à-vis de l'enfant en naître. Donc c'est un peu tout cela et sans doute d'autres choses encore qui font que le repérage n'est pas systématique et surtout n'est pas simple, et que cela mobilise beaucoup d'enjeux qu'il ne faut pas négliger. Avec quelle patiente aborder le sujet? Finalement, avec toute patiente en âge de procréer, ou à défaut le plus tôt possible dans le courant de la grossesse. La question comment aborder la question de la consommation de cannabis au cours de la grossesse est donc importante. Il convient de prendre en compte ses propres représentations sur la consommation en général et celle de la patiente en particulier. La priorité est d'établir une relation de confiance, de construire l'alliance thérapeutique. Pour cela, il est particulièrement important de tenir compte de ces difficultés. La personne doit se sentir en sécurité, respectée et ne subir aucun jugement. Tous les professionnels de santé sont légitimes pour repérer, à condition de respecter les principes ainsi définis. Il convient maintenant de définir quelques principes simples d'entretien. En parler le plus tôt possible en interrogeant la consommation avant la grossesse. Choisir le bon moment en prévoyant un temps en interaction avec la patiente seule et pour cela disposer d'une salle de soins séparée ou d'un temps de soins sanctuarisé, en face à face, sans entourage. On peut aussi intégrer le cannabis aux questions sur le mode de vie de façon aussi naturelle que possible. Éviter les questions fermées, surtout négatives, type pas de tabac, d'alcool ni de cannabis, ou vous ne fumez pas de l'herbe. Il est important de rester vigilant sur certains points. Certaines populations sont plus à risque de consommer du cannabis ou de ne pas déclarer son usage. Quand d'autres addictions sont connues, dont le tabac en premier lieu, quand il existe des vulnérabilités sociales et psychiatriques, quand des antécédents de consommation sont connus, en présence d'un entourage consommateur. Enfin, il est important de tracer le repérage dans le dossier, par exemple, consommation déclarée nulle ou faible à réinterroger. Pour le repérage, nous aurons tendance à privilégier la question unique, dont l'expérience montre qu'elle est la plus facile à utiliser pour le soignant et une des plus libératoires pour la déclaration de la patiente. Elle a pour objectif de repérer une consommation en tout début de grossesse, avant que la patiente ne se sache enceinte. Par exemple, on peut poser comme question: vous est-il arrivé de consommer du cannabis? À quand remonte votre dernière consommation de cannabis? Il est important d'avoir une approche centrée sur la patiente. Dans cette posture, on se centre sur ses préoccupations et pas sur les nôtres. Il est particulièrement important de ne pas se centrer sur le bébé et sa protection, car cela doit être exprimé par la patiente elle-même. L'approche est non critique, sans jugement, respectueuse et rassurante, d'autant plus que la femme enceinte va très vite se sentir attaquée, culpabilisée et manque souvent de confiance en elle pour son futur rôle de mère.
Que pouvez-vous me dire au sujet de vos habitudes de consommation de cannabis avant de vous savoir enceinte? Avez-vous été en mesure de stopper ou de réduire votre consommation depuis? Votre consommation de cannabis vous préoccupe-t-elle? Enfin, des techniques visant à éveiller l'intérêt de la patiente peuvent être utilisées. Une déclaration initiale permet de demander l'autorisation d'aborder la question à la patiente. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une série de questions au sujet de votre mode de vie. Je pose ces questions à toutes mes patientes, puisqu'elles sont importantes pour leur santé et le déroulement de la grossesse. Vous le voulez bien? Poser des questions au passé est également une façon de mettre un peu de distance et faciliter les déclarations. Par exemple, dans le cadre d'une semaine typique, à combien de reprises consommiez-vous du cannabis? Et sous quelle forme? On peut aussi poser des questions favorisant le dialogue comme que voulez-vous savoir sur les effets de la consommation de cannabis pendant la grossesse? Des questionnaires standardisés peuvent être utiles en cas d'usage persistant durant la grossesse, afin d'évaluer l'importance de la consommation et ou la sévérité du trouble de l'usage. À cet effet, on utilisera les 11 critères du DSM-5. Les questionnaires les plus utilisés peuvent être retrouvés sur le site. Citons également les autoquestionnaires du GEGA et du RPNA, Réseau périnatal de la Nouvelle-Aquitaine, qui explorent plus largement les vulnérabilités. Nous voilà donc au bout de cette seconde partie. Le prochain tutoriel vous présentera les interventions possibles en soins primaires à la suite de ce repérage.